Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de mettre ou remettre la santé au cœur même du business plan. Alors dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la carrière et le travail d'Elena Daskalaki. Elena est coach, mais pas uniquement, puisqu'elle a été pendant près de 10 ans professeure de lettres. Elle est experte en mythologie et est également diplômée en philosophie, ce qui lui permet d'aller plonger dans les archives de la Grèce antique pour accompagner ses coachés vers un développement qu'ils vont trouver justement dans le cœur même du coaching, c'est-à-dire en eux-mêmes. Elena propose différents coachings, mais elle a également développé une manière très particulière de présenter le coaching que vous allez découvrir à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à poser vos questions également directement à Elena ou en commentaire de cet épisode. Et d'ici notre prochain invité, prenez soin de vous. Eh bien, bonjour Elena, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, je vais très bien, merci. En Très tout heureuse d'être Oui, ici bien moi avec toi. aussi. En tout cas, j'ai découvert ton profil et ton travail il n'y a pas si longtemps que ça. Je me souviens d'une séance de coaching que je faisais moi-même avec un client et je sentais que l'histoire mythique d'Icare pouvait m'aider à imager un petit peu ce que je voulais faire passer chez mon coaché. Et j'ai fait mes recherches parce que je ne suis pas un spécialiste de la mythologie. Et c'est ainsi que j'ai découvert ton podcast, qui est vraiment l'association entre deux de tes passions, le coaching, on va en parler, et la mythologie. Mais avant qu'on ne rentre un petit peu dans ton travail, est-ce que tu me permets de revenir sur des éléments clés de ta carrière? Bien sûr, bien sûr. Donc, tu es né en Grèce et durant toute ton enfance et ton adolescence, tu as vécu en Grèce jusqu'à ton master à l'université de Crète. Et j'aurais déjà une première question par rapport à cette première partie de ta vie. Oui. Si enfant ou adolescent, on t'avait dit comme ça, tout d'un coup, écoute, Elena, un jour, tu vas prendre des groupes, tu vas les guider dans les musées de Paris et tu vas leur apprendre à trouver un peu l'inspiration euh, et sortir de leur stress. Est-ce que tu l'aurais cru à l'époque ou est-ce que tu aurais dit, ouais, ça me plairait bien ça? Ce n'est pas effectivement si éloigné, ça s'est jamais dit comme ça, effectivement, le musée de la ville de Paris, mais le lien avec la culture, la mythologie, la littérature, et puis l'envie d'accompagner, d'être avec les personnes, enfin, en gros, quand je suis devenue coach, toutes mes copines d'enfance m'ont dit, mais on n'est pas étonné, tu l'as toujours été. Donc, C'est vrai. quelque part, oui, il y avait quand même un germe, quelque chose, je pense, et c'est toujours le cas. Quand on devient coach, ce n'est pas pour rien, c'est déjà quelque chose qui sommeille à nous, je pense, depuis longtemps. Et à Tout à la fait. fin, ça sort de cette forme-là, ou une Donc, autre d'ailleurs. donc pour toi, quand tu as fait ce changement de carrière, on va revenir sur les différentes étapes, mais le fait d'avoir tes amis d'enfance qui te disaient ça ne nous étonne pas, c'était une confirmation extraordinaire. Si besoin, tu avais de confirmation. Si besoin, il y avait de confirmation, effectivement. Je n'avais pas à l'époque, c'était tellement lucide. On met de côté les doutes qui peuvent venir sur le chemin une fois qu'on est lancé. Ça, c'est Oui. autre chose. Voilà. Mais au moment du lancement, c'était tellement clair que je n'avais pas besoin. Mais effectivement, oui, il y avait toujours quelque chose là depuis l'enfance, en fait. Depuis l'enfance. Et donc, quand tu es à l'université de Crète, tu étudies les sciences humaines et sociales avec un intérêt particulier pour la philosophie. Tu t'en vas un an en Erasmus à Sheffield pour la philosophie analytique et en logique. Tu vois. J'ai appris beaucoup de choses en lisant un peu ton parcours. Et pour finir, arriver à Paris pour un deuxième master en sciences humaines et de recherche. Quel a été l'objet de tes recherches justement à l'Université de Paris et pourquoi la recherche? Pourquoi la recherche? Ça va être facile. C'est que à l'époque, pour moi, un master pratique et non pas un master de recherche, c'était trop pratique. Et moi, j'étais dans des études très théoriques et Mhm. j'aimais ça. Je voulais ça. Ça, c'était moi. Tout ce qui sort de ça, le master business, etc., c'était pas du tout mon truc. Donc, il fallait que ça reste en philo. Oui. Et
Par contre, j'avais déjà commencé à développer un goût pour le un peu plus pratique. Donc, la philo commençait pour moi à être un peu abstraite. Mhm. Ça ne me satisfaisait plus autant. Et donc, je me suis tournée vers l'histoire. Je fais un master en histoire cette deuxième fois, à l'école de haute études en sciences sociales à Paris. Et Oui. le problème, c'était très bien passé. Voilà, je suis contente d'avoir eu mon master à Paris, sauf que je me suis rendu compte que c'était trop concret, du coup, pour moi. Pas assez, je suis allée vers le trop concret dans un travail d'archives, de recherche très, D'accord. très pointu. Et en fait, la question d'utilité avait commencé déjà à se poser pour moi dans ma tête. Mhm. Comment je peux faire pour être vraiment utile dans ce monde? Est-ce que c'est par la philo abstraite en tant que prof d'université? Je me destinais à un doctorat à l'époque en université. Est-ce que vraiment c'est comme ça que je vais me sentir utile? Mhm. Est-ce que c'est par autre chose? Je ne sais pas. Ça a commencé à se poser vraiment dans ma tête cette question sans que je prête plus d'attention que ça, parce que je suis devenue prof, donc par la suite, C'est ça. comme tu as pu le voir. Et voilà, ça, la question de est-ce que ce que je fais a du sens, commençait quand même à continuer à se poser pendant C'est toutes ça. ces années où j'étais dans l'éducation nationale. Voilà, tu étais dans l'éducation nationale. Donc là, clairement, tu étais en première ligne pour les générations futures. Tu étais professeur de lettres dans différents lycées à Paris. Mais tu avais déjà à l'époque animé des ateliers bien-être pour les adolescents. Donc là, c'était vraiment ton envie d'avoir un impact C'est ça. plus pratique avec les jeunes. C'est ça, plus pratique, plus utile en fait. Enfin, l'utilité que moi je donnais à la chose, parce qu'on peut avoir des différentes utilités, c'est celle qui était la mienne. Bien sûr. Ma perception de comment je peux être utile dans ce monde, ça a commencé à sortir à ces moments-là. À partir du moment où je commençais à être dans un autre rapport avec les jeunes, où ce n'était plus la déclinaison des verbes Oui. latins, mais c'était quelque chose qui apportait de la joie, qui apportait quelque chose à ces enfants concrètement. Là, je sentis qu'il y avait quelque chose à faire et que c'était plutôt par là mon chemin. Il fallait juste un tout petit peu dévier. Dévié. Et donc, ces ateliers, c'était des ateliers que tu organisais en plus des cours. C'était des adolescents qui étaient donc volontaires, qui étaient. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'était de classes d'adolescents en plus qu'on faisait de manière bénévole donc, C'est dans ça. les lycées. Et qu'est-ce que Et à tu as. partir de là, ça m'a donné le goût. Oui. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu abordais alors durant ces ateliers bien-être avec. Parce que j'ai été professeur à un moment en éducation Ah, physique d'accord. il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de créer cette envie, cet intérêt. Qu'est-ce que tu abordais pour pouvoir justement les attirer de manière volontaire dans tes ateliers? Et on abordait beaucoup la question de force. Quelles sont nos forces? C'était des ateliers d'introspection. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quelles sont mes forces pour y arriver? Pourquoi je le veux? Qu'est-ce que j'ai moi à apporter? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde, aux autres, etc. Donc c'était beaucoup de questionnements. Ça s'est relié d'ailleurs un peu à la philo à cette époque-là. C'était Mhm. un peu le deux finalement. Parce que pour moi, le bien-être passe par l'introspection, clairement. Ça passe par la connaissance de soi. C'est les vraies questions qu'on doit se poser. C'est celles qui peuvent aussi nous libérer et nous rendre beaucoup plus sereins. Donc, c'était surtout ça à l'époque, mais c'était dans un niveau très primitif encore. Ce n'était pas encore structuré comme j'ai pu le faire par la suite, hein, justement en me formant au coaching. C'était pas du tout ça. C'était quelque chose de très primitif. Très primitif, mais très spontané, parce que c'était vraiment, voilà, avec ton parcours, avec tes propres questions, tu voulais leur permettre d'avoir au moins des outils. Est-ce que en philosophie, tu as des philosophes qui t'ont marqué davantage, j'imagine, dans ton parcours? Eh ben, Platon, évidemment. Je ne peux pas te dire. Voilà, pour moi, c'est les Grecs. C'est Platon, Aristote. C'est, en philosophie, on faisait des textes de Platon et d'Aristote en grec ancien. Mhm. Et le fait de le faire dans le grec ancien, c'était fait vraiment te pencher sur le texte et te poser déjà la question de l'interprétation du mot, du verbe. C'est qui m'a fait vraiment être très attentive aux arguments qui étaient posés, aux moindres mots. Et voilà, je garde encore le souci du détail aujourd'hui. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et à partir de là, le travail se faisait, ça ouvrait. J'avais l'impression que mon esprit s'ouvrait à chaque fois que je lisais Platon. Et j'ai encore le même sentiment aujourd'hui. C'est clair. Oui,
Donc aujourd'hui, on va le voir, hein, donc après 10 ans en tant que professeur, tu sens que c'est plus le même peps le matin quand tu te lèves, tu sens quelque chose qui ne correspond plus à tes aspirations et tu décides de te diriger vers le coaching alors que tu le dis sur ton site, hein, que tu avais pourtant une place bien stable, bien confortable. Et donc là, malgré ça, tu te dis non, ce n'est pas dans mon essence, dans ce que je ressens. Tu te lances dans le coaching, tu te formes au Dream Coaching, qui est vraiment basé sur la science et sur la pratique. Donc, c'est les deux éléments dont tu as parlé il y a quelques instants. C'est qu'il faut avoir la théorie, la compréhension, mais également l'outil, le moyen pour passer à l'action avec des coachés. C'est ça. Tu, tu étudies ensuite la PNL, qu'on connaît un peu plus que le Dream Coaching, que tu vas nous décrire dans un instant. Et tu lances aussi pendant ces années-là ben, ta signature en tant que coach, hein, ma page blanche coaching, et en même temps ce fameux podcast dans lequel je t'ai découvert, qui est un mélange entre ben, ton attrait pour le coaching et la mythologie. Un podcast qui n'est plus actif aujourd'hui, à mon grand désespoir, parce que moi j'ai adoré ce podcast. Ça a été une belle expérience pour toi? Et ça a été une magnifique expérience, à part le côté technique. Moi, je vais te le dire clairement, ce qui m'a arrêté, c'est tout l'aspect technique. Je ne sais pas combien tu fais, comment tu fais pour produire tous ces contenus, bravo. Mais moi, c'était plus possible pour moi, tout cet aspect technique, c'était vraiment un blocage. Mais ça va revenir, mais Oui. sous une autre forme. Je suis en discussion pour faire éventuellement une émission radio, en fait, à la place d'un podcast. Donc, ça va revenir parce que j'y tiens absolument, parce que j'adore. Parce que c'est pour moi la manière naturelle de faire. Même en coaching, je vais utiliser des mythes, je vais utiliser d'exemples de littérature pour aider le coaché à faire des déblocages. Donc, pour moi, c'est clair, hein, ce projet ne peut pas mourir. Donc, ça va revenir, je te le promets. C'est déjà une très très bonne nouvelle pour cette Merci. interview. Alors, pour te répondre par rapport à mes podcasts, on sera à l'épisode 28 avec toi. Je suis vraiment un débutant, je me dépatouille encore un petit peu aussi au niveau technique. Mais voilà, je trouve que c'est très très inspirant et tu me le montres encore aujourd'hui de pouvoir découvrir le parcours tellement différent d'un entrepreneur à l'autre, d'un coach à l'autre, puisque dans ce podcast, j'ai eu des coachs, j'ai eu des thérapeutes, mais pas que ce genre de profil, mais toutes des personnes qui ont cette envie de mettre leur bien-être et le bien-être de leur communauté ou de leurs clients au centre des préoccupations. Donc, c'était une très bonne nouvelle parce que je trouve que la mythologie, oui, on ne l'apprend plus suffisamment spontanément à l'école. Et donc, le fait d'avoir, je trouve qu'effectivement, le format podcast est vraiment très intéressant aujourd'hui, parce qu'on peut trouver des pépites dans des domaines sur lesquels on n'aurait pas spécialement trouvé des experts. Et donc, le fait d'avoir la mythologie dans des cas concrets est vraiment très, très inspirant et c'est une très bonne nouvelle que tu nous donnes là. C'est pour quand? Tu sais déjà Ça un peu? serait pour, si ça se fait, ça serait pour la deuxième trimestre à 2022, si ça se fait. Ok. Mais Oui. j'espère que ça va se faire. Sinon, il faut que ça revienne d'une autre manière. Je vais réfléchir, mais oui, j'y tiens absolument. Donc, merci à toi pour, pour ces petites confirmations dont j'avais besoin, peut-être. Donc, Oui, oui, tout merci. à fait. Et d'ailleurs, je l'ai partagé à plusieurs de mes coachés, je l'ai partagé à mon épouse et ils ont tous apprécié Ah parce que ouais. voilà, c'est un format qui est fait par une professionnelle, qui est bien présenté et je trouve, bon, maintenant, je n'ai pas fait un état des lieux de ce qui se passe, de ce qui est disponible aujourd'hui sur ce format-là, mais en tout cas, ce que tu présentais était vraiment Merci. intéressant. Et Merci, donc, merci. l'année passée, tu as continué ta formation avec un certification en Science of Wellbeing. Et donc, aujourd'hui, tu as toute une série de services en tant que coach, de programmes pour les entrepreneurs, pour les coachs. Et tu as un dernier service, j'en parlais d'ailleurs à l'introduction, ou plutôt dans cette première phase de ta carrière, c'est que tu guides aujourd'hui des groupes dans les musées de Paris. Alors, tu leur donnes dans un premier temps des vrais outils de coaching. Donc, il y a la partie théorique hein, qu'on retrouve dans ta formation. Théorique et pratique en Ouais, même temps. voilà. C'est les Mais deux de en même temps. pouvoir comprendre. Et puis, tu arrives sur le terrain, à travers les musées, de pouvoir vivre finalement, réellement,
ce que tu enseignes dans la première partie. Exactement. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais j'ai souri tout de suite dès que tu m'as parlé de ça. J'adore, c'est mon nouveau bébé, c'est mon truc, là, clairement. Je suis alignée, comme on dit en langage coach. Ça Ouais, me fatigue le mot aligné, mais c'est vrai, je suis alignée à 100%. Et parce que du coup, c'est mes deux vies. C'est ma vie de prof, donc toute la partie mythologie, littérature, histoire, philo, tout y était déjà. Et maintenant, c'est la partie coach. Et les deux avaient besoin de se mettre ensemble, clairement. Donc voilà, Zen au musée est né, et tout en sachant que ça fait partie de tout un pôle d'activité que je m'aurais lancé qui s'appelle Culture et Bien-être. oui, Donc, c'est des différents formats culturels qui s'allient au coaching. Coaching, je dis coaching pour des raisons de facilité, mais j'aimerais bien juste noter que comme c'est un groupe, petit groupe de 3 à 5 personnes, pas plus, mais j'ai du mal quand même à dire coaching pour ça. Donc pour moi, c'est un atelier. Pour moi, le coaching est forcément individuel pour que ça se ouais. passe. Voilà, voilà, pour faire le vrai travail, c'est individuel. Mais voilà, je dis coaching pour des raisons de facilité. Donc, l'idée, c'est qu'on commence la journée, ça s'appelle Zen au musée, et on commence donc la journée en cabinet en faisant un atelier d'introspection. Donc, ça commence beaucoup par des questions Mhm. importantes d'introspection, telles qu'on les ferait en coaching individuel, C'est mais ça. différentes avec l'interaction en plus, bien sûr, parce que c'est un groupe. Et ensuite, donc, le musée. Pour l'instant, je n'ai fait que le Louvre, mais j'ai justement dans mon programme Orsay, Rodin, etc., les grands Wow. musées parisiens. Et ce qui se passe, David, c'est extraordinaire. C'est au niveau du déclic. Alors, Ouais, devant une œuvre d'art, c'est juste extraordinaire. Je le savais quelque part théoriquement. J'avais ouais, mis cette hypothèse comme quoi l'art est important pour ça. Mais je ne l'avais pas vu en œuvre. Et là, je l'ai fait depuis 2 mois, même pas deux mhm. mois. En fait, je commençais, premier groupe, c'était au mois de décembre. C'était un groupe test. Et je vois encore les bienfaits de ces coachings. J'ai une coachée qui m'en parle encore d'une statue qu'on a vue qui l'a fait se sentir belle. Elle m'a dit clairement, je me Wow. sens belle quand je regarde ces statues. Elle m'en parle encore et ça lui a fait un vrai déclic. Donc je me Wow. dis, OK, donc l'art quand même, c'est puissant. Donc, C'est puissant. Et comme la mythologie, on a aujourd'hui un héritage historique, littéraire, philosophique qui est vraiment très riche et qu'on devrait justement utiliser avec les techniques modernes. Pour la petite histoire, mon épouse avait été avec mes enfants au musée du Louvre il y a quelques années et notre petite qui avait 4 ans est devenue, était en ébahie devant Mona Lisa. Et depuis, elle a 7 ans, mais elle est une fan de Mona Lisa. On ne sait pas pourquoi, parce qu'à 4 ans, on se demande, mais il se passe des choses, parce que là, à son âge, c'était pas quelque chose de logique, de conscience. C'était vraiment ce que cette peinture, qui honnêtement, en vrai, toute petite, maintenant, elle l'a en grand en poster, voilà, dans sa chambre, mais ça travaille sur nous, et donc, l'amener avec tes talents et tes connaissances de coach, ça doit vraiment être une expérience extraordinaire. Et du coup, sur ton site, on voit, hein, je vais reprendre les mots que tu utilises. Donc, ta mission aujourd'hui est d'aider les personnes à retrouver la joie et la sérénité, parfois même en posant les questions qui fâchent. C'est quoi pour toi aujourd'hui un coach? Parce que je sais, et j'avais vu, je pense, sur un de tes posts Instagram, que tu apportes énormément d'importance sur la notion de coaching. Tu pourrais un petit peu donner ta vision du coaching aujourd'hui? Oui, oui, le coaching pour moi, voilà, je l'adore, je l'aime, j'aime cette discipline. Je suis tellement en gratitude du fait que soit créé cette chose-là qui manquait quelque part ou qui était là peut-être depuis Socrate, mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, et pour moi, le coaching, bon, il y a toute la partie facile, on va dire, enfin, de ce qu'on a l'habitude de dire à ceux qui ne connaissent pas, qui est tout simplement aider la personne à trouver ses forces, ses propres forces, de mieux se connaître, de savoir quels sont ses blocages et pouvoir faire les actions adéquates pour se mettre en action et passer justement outre et avancer dans sa vie. Et tout ça en se fortifiant, en autonomie et en gagnant en confiance en elle, etc. Donc ça, on va dire, c'est à peu près voilà, le résumé de tout ce qu'on fait à peu près comme coach. Mais pour moi, ce qui est très important aussi dans le coaching, c'est toute cette partie, et je j'aimerais vraiment insister là-dessus, sur cette partie autonomie. Sur cette Hmm. partie, on est là juste un temps pour aider la personne à comprendre
qu'elle peut le faire toute seule et qu'elle n'a pas besoin justement d'un coach à la limite. C'est ça. En fait, c'est ça pour moi le vrai truc. Et c'est la différence aussi quelque part avec la psychothérapie qui parfois peut durer des années et des années. Pour moi, la question, c'est ça, faire en sorte que rapidement, la personne trouve les bons réflexes. Et pour moi, les bons réflexes aussi sont dans le fait d'aller démêler les faux du vrai, démêler ce qui est de l'ordre de l'intuition, de ce que le cerveau peut nous envoyer comme idée. Et parfois, c'est juste des idées nulles qu'on peut avoir comme ça dans la journée, comme je suis comme ça, ou je devrais faire ça. Ah oui, tiens, je vais faire ça. Mais en fait, justement, quand on est avec un coach, il va poser les bonnes questions et on va se rendre compte qu'en fait, non, c'était juste une intuition qui n'était pas forcément bonne. En tout cas, ça ne correspond pas à quelque chose qui fait vraiment écho à nous, mais c'est juste un truc qu'on a vu passer sur les réseaux ou autre chose. Et c'est là le vrai truc, c'est finalement le coach, c'est une espèce de miroir qui montre les imperfections, qui montre ce qui va, qui montre la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on la fantasme parfois. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu le dis, hein, on est abreuvé d'un tas d'informations et on réagit beaucoup trop en mode automatique. Hein. On a telle publicité qui nous permet ou qui nous promet de perdre du poids de manière magique sans effort. Moi, en tant que nutritionniste, Toujours sans ça, effort. voilà, ça me sidère de voir que l'on peut sortir d'une situation dans laquelle on est depuis plusieurs années sans effort. Mais s'il n'y avait pas d'effort, on- on l'aurait fait spontanément. Et malheureusement, aujourd'hui, cette notion d'effort, et on en reparlera tout à l'heure justement parce que tu avais partagé un article sur l'addiction au digital, qui est aussi devenu quelque chose de très important dans ce que tu proposes. Ben oui, je me souviens, moi, effectivement, en tant qu'enfant, si je me levais très tôt le matin et que je descendais à petits pas parce que mes parents dormaient toujours, la télé, il n'y avait rien. Les écrans, ils n'étaient pas là, donc je m'occupais tout seul. Mais aujourd'hui, à un âge très jeune, on peut tomber sur, et effectivement, jeune ou adulte, on va être attiré par ces images, ces informations très faciles à absorber et beaucoup plus difficile, hein, d'où effectivement le lien avec les régimes sans effort. J'aime pas non plus le mot régime, mais c'est effectivement redevenir autonome, comme tu le dis, pour se poser les questions à savoir est-ce que ça me correspond ou est-ce que je suis juste happé par l'information, je dirais, environnante. Et du coup, ma deuxième question, parce que ça revient beaucoup dans ton message, dans ta mission, c'est la notion de bien-être. Donc, tu viens de nous définir la notion de coaching. Pour toi, comment tu définirais la notion de bien-être? Le bien-être, pour moi, est très, très lié à l'introspection, justement. On ne Mhm. peut pas avoir ce Oui. bien-être sans une introspection. Parce que sinon, le bien-être, ça peut être juste le marketing du domaine de Mm. bien-être de cette industrie, finalement, est beaucoup trop fort. Et parfois, ça nous vend des trucs qui Mm. ne correspondent à rien à nous. Donc, le bien-être, c'est pas juste aller se faire une journée au spa, un massage. C'est génial. J'adore le spa. Qui n'aime pas ça? Mais c'est pas la question. Le bien-être, voilà, c'est pas ça. C'est pas un coup de livre de dev perso qui va t'apprendre comme ça les 5 principes pour être en bien-être. C'est une globalité des choses. Et en fait, c'est Mhm. une globalité, une complexité aussi en même temps. C'est tellement personnel, c'est que c'est le bien-être pour tout chacun. Et une autre tendance, là, ça lie les deux, justement mon souci de bien-être et de l'autre côté, toutes les questions que je me pose sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bah, et surtout pour les coachs, puisqu'on parle, on parle des coachs, c'est cette, justement, c'est bien-être, prétendu bien-être des coachs aujourd'hui, qui est très, très lié, et c'est quand même dingue, l'intensité de ces trucs et la fréquence des posts qui parlent de chiffres d'affaires mirobolants, des trucs de millions. On fait croire aux coachs qu'ils peuvent gagner des millions en étant coach, justement, et en vendant à d'autres coachs ou à d'autres gens. Et on les fait croire que c'est ça le bien-être, c'est gagner Mm. beaucoup d'argent avec peu d'efforts, en Mm. travaillant 4 heures par semaine, en travaillant même pas 20 heures par semaine, etc. Et donc, comme ça, on le bombarde d'un discours qui est quand même hyper dangereux, qui met en frustration et en dépression le Bien sûr. nombre des coachs. C'est juste fou. Je le vois tous les jours, des coachs qui arrivent, qui sont en burn-out d'Instagram, qui sont en comparaison constante sur LinkedIn.
C'est pas normal. C'est pas normal du tout qu'on soit arrivé à ça. Et donc là, on peut pas parler de bien-être, clairement, parce que là, on est tellement sans filtre et on prend tout ce qui vient et on le fait nôtre. On croit que c'est ça qu'on veut. Et moi-même, je me suis fait avoir, mais je ne sais pas combien de fois, par des discours où j'ai cru comprendre, j'ai cru croire que je veux telle chose, mais pas du tout. Une fois que je travaille sur moi, je me rends compte que ce n'était pas du tout ça. Mais on peut très facilement se faire avoir. Donc, ouais, les jeunes qui grandissent là-dedans, même moi, mes enfants, là, je vais faire très, très attention. Ils sont petits encore, mais je pense qu'on doit développer des protections vraiment, des garde-fous parce que ça peut être très, très dangereux, vraiment. Tout à fait, et tu fais bien de le noter parce qu'effectivement, ce sont des métiers qui se développent très, très rapidement, tout comme la technologie se développe très rapidement. Et finalement, le fait de pouvoir réellement ressentir ce dont on a besoin, ce que toi, tu as ressenti après tes 10 ans dans un cursus classique, mais aujourd'hui, à l'inverse, les jeunes qui ne savent pas trop où aller et voient ce métier de coach, voient le domaine du bien-être qui semble effectivement très attirant. Mais non, il faut un réel travail sur soi pour être coach. On ne peut pas devenir coach en nutrition ou coach de vie, surtout le coaching de vie, hein, dont aujourd'hui tu es spécialisé. Ben, on ne peut pas à 22 ans être coach de vie. C'est-à-dire, il faut avoir quand même un Je ne sais pas si minimum c'est une question d'expérience. d'âge, mais quand même, c'est voilà, un minimum d'expérience et des formations surtout. Enfin, Oui, on c'est sort pas ça. plus comme ça, tu vois. Moi, c'est ça qui me dérange aussi quelque C'est part, ça. c'est de s'inventer un métier d'un coup, en fait. C'est ça le Oui, problème. Ouais. et tu le dis, hein, ce n'est pas une question d'âge. Mais on ne peut pas avoir un même regard à 20 ans, même si on a vécu quelque chose d'intense, que quand on a au moins une... Je ne sais pas, il y a pas de chiffre. Hein, je veux dire, on peut très bien à 45 ans ne pas avoir compris l'essence de ce que nous, on devrait faire. Et fatalement, en tant que coach, c'est compliqué de pouvoir guider quelqu'un sans avoir un minimum de vécu. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir tout vécu pour être un bon coach non plus, Ouais, mais il c'est y a ça. quand même des bases. Et comme tu le dis, il y a cette partie d'expérience de vie et puis cette partie de formation en tant que coach. Ouais, c'est ça. Et oui, je suis du même avis que toi, sauf que voilà, j'ai nuancé un peu dans le sens où, effectivement, est-ce qu'il faut avoir vécu une situation pour pouvoir travailler avec la personne qui la vit? Je ne suis pas certaine et encore, voilà, je peux pas me prononcer parce que je trouve que là-dessus, bah, il y a pas de, on peut pas avoir une position Non, tranchée. C'est non, difficile. Il y a des personnes qui sont très matures, qui ont vécu beaucoup de choses, justement, qui, voilà. Mais est-ce que finalement, l'expérience, c'est ce qui nous permet de mieux coacher? Je pense que oui, mais voilà, je préfère mettre ici une petite réserve. oui, une petite réserve. Et puis, effectivement, j'imagine qu'avec avec le temps, avec les expériences que tu vas recevoir de tes coachés, parce que maintenant, ça fait 4 ans que tu coaches, tu as ton expérience à toi, et puis, effectivement, tu as la philosophie et la mythologie qui peuvent vraiment être des outils assez exceptionnels pour trouver des réponses que ben, moi, je ne connais pas la philosophie, enfin, les bases, hein, mais je n'aurais pas ces outils pour pouvoir justement trouver une réponse si je n'ai pas vécu l'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens vraiment que cette connaissance de la philosophie est vraiment un plus dans des situations de coaching, dans des situations difficiles de coaching? Je pense, mais en même temps, je pense avec le regard de celle qui a été formée pendant des années Hmm. de ces disciplines. Donc, je ne peux pas te dire ce qui fait d'être en dehors de ces disciplines parce que quand même, il y a des choses qu'on apprend en école de coaching. Toutes les écoles de coaching voilà, ne sont pas non plus de la même qualité Mhm. forcément, qu'il y en a forcément qui apprennent mieux que d'autres, qui ont une meilleure qualité que d'autres, mais mine de rien, je me retrouve parfois à poser des questions et là, je me retrouve plus, par exemple, dans le type de questionnement de Socrate plutôt que la PNL. Oui, Parfois, ça m'est c'est arrivé ça. tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que là, ce que je fais, c'est pas du coaching, c'était ça, c'était la philo en fait. Et c'est vrai que quand je l'ai fait, quand je sors de l'obligation de faire absolument telle technique, parce qu'il faut qu'on fasse des techniques, hein, des exercices, etc., et je me laisse plus naturellement questionner, en fait, j'ai l'impression que c'est encore plus puissant. J'ai Oui. l'impression que les questionnements sont encore plus pertinents dans ces cas-là. Tout à fait. Tout à fait. Ça donne vraiment envie de pouvoir faire du coaching avec toi, en tout cas. Et donc, si maintenant on devait te poser la question justement sur
tes habitudes. Alors là, je vais me lancer un tout petit peu dans la philo, mais vraiment légère, puisque Descartes disait « je pense donc je suis ». Mais si on prend plutôt Antonio Damasio qui dit « il faut apprendre à nourrir les bonnes émotions qui permettent aux humains de prospérer ». Est-ce que toi, en tant qu'ancien professeur de lettres et aujourd'hui coach de vie, comment fais-tu au quotidien pour entretenir ta propre santé physique? Est-ce que effectivement, c'est plutôt je pense donc je suis, donc c'est beaucoup de réflexion, ou est-ce que les émotions prennent une grosse part de ton auto-évaluation en termes de bien-être? Et on en a parlé tout à l'heure. Tu as eu un moment où le digital a vraiment pris une grosse partie de ta vie. Et donc là, je dirais, comment tu as fait pour t'en sortir et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu peux trouver un équilibre au niveau de ton bien-être à toi? Beaucoup de questions, je vais essayer de répondre par de petits bouts en étant le plus cohérente possible, si possible. Alors, d'abord, je n'ai pas été, en tout cas, pendant mon lancement, pendant 3 ans au moins, donc à partir du début de mon activité jusqu'à assez récemment quand même. Je n'ai pas été une très bonne élève au niveau du fameux équilibre pro-perso où la personne, tous les jours, elle fait son sport, sa méditation, sa lecture, son travail. Non, tout ça, voilà, c'était un truc. Je faisais comme je pouvais, mais en gros, c'est le travail qui prenait vraiment, vraiment le dessus. Donc, dans longtemps, depuis mon activité, c'était vraiment travailler, 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 ce qui m'a fait énormément, énormément oublier l'importance de l'exercice physique. Alors que dans ma vie, c'était intégré dans mon enfance, c'était clair, le sport pour moi, c'était indispensable tous les jours. Et donc, en me mettant dans ce travail que j'adore, pourtant, j'ai oublié de prendre soin de moi au niveau physique. Et je l'ai ressenti au niveau de mon corps. C'était en même temps que c'était le corona qui est venu par la suite du confinement. J'ai pris du poids, je n'étais pas bien, j'ai ressenti ma santé physique n'était pas au top, alors que mentalement, j'étais très, très bien. Donc, ou alors je le croyais, parce que finalement, non, comme je l'ai vu par la suite avec les réseaux sociaux, on va en venir. Et du coup, voilà, c'était tout un cheminement où je me suis perdue vraiment là-dessus. J'ai oublié les choses qui sont importantes, même c'est le plus vieux truc de la philosophie grecque, c'est ça, c'est le corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. C'est les Grecs, ça. C'était une valeur pour eux, le corps humain, la beauté du corps humain, la santé. L'exercice physique, c'était dans les valeurs de l'Antiquité grecque, en fait. Donc, si tu veux, voilà, c'était des choses qui, pour moi, sont importantes, même par philosophie, et je les avais mises de côté. Et je reviens là-dessus, justement, ça fait plusieurs mois que ça y est, j'ai retrouvé une petite hygiène de vie, justement, qui me va bien. Je marche tous les jours, je fais 8 000, 10 000 pas tous les jours, donc ça, c'est bon. Je fais mon petit aquagym, un truc, tu vois, c'est pas très hard, mais c'est cool. Pour moi, j'adore, j'assume, voilà, je fais de l'aquagym, je le dis. C'est très, très bien. Avant, j'avais honte de le dire, mais là, c'est bon, c'est cool, ça me plaît, donc c'est bon. Non, mais en tout cas, je me reconnecte à moi et je vois bien, toi, tu le connais en tant qu'ex-prof prof de sport et maintenant, justement, coach de bien-être, ça change tout. Ça change tout au niveau du mental. Il y a des choses, parfois, on n'a pas besoin d'aller démêler pendant 2 heures, d'analyser. Tu sors, tu fais une balade dans la nature et ça y est, en fait, ça y est, c'est magique. C'est fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, je l'ai vu. Donc, ça fait partie maintenant de mon hygiène quotidienne. J'essaye de prendre plus soin de moi en mangeant un peu mieux parce que voilà, là, je sais bien combien l'alimentation aussi affecte le mental. Donc là-dessus, voilà, c'est encore, c'est en route. C'est un work in progress. Et ça aussi, ça faisait partie de ton éducation. Je veux dire, tu as dit que le sport faisait partie de tes routines. Donc, ce sont tous des éléments que tu avais, je dirais, dans ton éducation à la base, qui ont été un petit peu, ben oui, parce que tu l'avais dit et tu l'as dit dans ta bibliographie sur ton site, tu avais un poste en tant que professeur qui était bien structuré, bien sécurisé. Et c'est clair que passer de ce statut à un statut d'entrepreneur, ben, ça stimule, hein. Ça crée des changements et parfois on doit trouver un moment pour se retrouver. Et là, ce que tu me dis, c'est que tu es dans cette phase où petit à petit, tu arrives à retrouver cet équilibre.
C'est ça. Parce que là, je commence à retrouver depuis plusieurs mois, justement, la vie un peu stable, Mhm. stabilisée. Parce que c'est bon, ça y est, je suis lancée. J'ai mon, voilà, j'ai mon salaire mensuel qui tombe. C'est pas comme au début où, justement, tout est Aléatoire. tellement fluctuant et Oui. tu ne sais pas. En fait, tu te retrouves et tu te dis, OK, donc il n'y a pas un salaire qui tombe à la fin du mois. Comment ça se passe là? Donc, voilà, faire ces changements, c'est pas évident. Et donc, ça prend un certain temps. Ça, c'est Bien important sûr. aussi de dire aux coachs qui se lancent que voilà, ça prend pas 6 mois, comme on vous dit. Non, ça prend bien 2, 3 ans Oui. pour être vraiment dans des situations financières qui vous correspondent. Il faut bien des années, quoi. Donc, ça, il faut le dire. Mais voilà, tu as tout à fait raison. Tu as bien compris. En fait, c'est ça. C'est que les repères sont partis. Donc, la partie de moi qui était, enfin, celle que j'avais à moi, l'alimentation, bien sûr. Je suis grecque. Donc, si tu veux, le régime crétois, je suis crétoise même. Voilà. Donc, si tu veux, oui, pour moi, c'est huile d'olive, légumes, légumineuses, enfin, tous les trucs bien. Et là, ces dernières années, enfin, depuis que je me suis lancée, c'était du chocolat, c'était des croissants, c'était des trucs comme ça. Et je sens, au niveau du mental, vraiment, ça baisse. Bah, je ne sais pas comment ça se passe scientifiquement, mais je sais que les hormones, justement, sont affectées et qu'on n'a pas bien, en fait. Tout On n'est à pas bien. fait. On le disait tout à l'heure par rapport à l'information, on est abreuvé d'informations très vite digérées. On ne prend plus le temps de se dire, tiens, mais ça, est-ce que c'est vraiment une bonne information ou pas? Est-ce que les promesses qu'on me donne pour devenir coach à succès en 6 mois, est-ce que c'est réellement la vie réelle? Et finalement, ben oui, l'alimentation, en cas de fatigue, on sera rarement attiré par une salade. Même si on sait que la salade sera de meilleure qualité et va probablement nous nourrir davantage, il faut prendre le temps. Une salade, ça se mastique, ça s'apprécie, ça se prépare. Un croissant, c'est vite fait. Et voilà, c'est vrai que en plus, la vue de la nourriture va effectivement nous influencer énormément. Et si on est fatigué, on n'a pas le temps, mais on est vite parti dans ce cercle vicieux. Et tu nous disais tout à l'heure, au niveau digital, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est ton métier qui t'a poussé vers cette boulimie de digital qui finalement, tu en es devenue dépendante. Bien dit, franchement, bien dit, c'est exactement le mot. C'était l'alimentation, c'était la même chose pour le digital. C'est vraiment finalement, enfin, c'est un peu cliché, c'est psychologie du comptoir, mais c'est le fait de se remplir. Se Mhm. remplir pour éviter la frustration, pour éviter de regarder les sentiments négatifs qu'on peut développer parce qu'on se trouve en comparaison sur les réseaux sociaux, parce qu'on a des doutes, parce qu'on se pose 1000 questions la minute. Bah, du coup, comment on fait? Bah, il nous faut un plaisir Mhm. immédiat. Il nous faut quelque Mhm. chose tout de suite pour se sentir mieux. Donc, ça peut passer par les croissants, au mieux, parce qu'on a bien pire que le croissant quand même. Et ça peut passer par du scrolling, scrollage, scrollement, Ouais. je ne sais pas comment on dit, impulsif et obsessionnel, finalement Mhm. voilà, pour remplir quelque chose. Et j'ai vu sur moi vraiment là, je me positionne pas du tout comme experte d'addiction ou quoi que ce soit, mais je l'ai tellement vécu dans ma peau et je le vois avec les coachs qui viennent vers moi, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Mhm. On termine en dépression, on termine avec 1000 doutes dans la tête, avec la comparaison très dangereuse, avec l'idée que tous les autres font mieux que toi, Ouais. forcément. Toi, tu es le pire au monde. Il y a tous les autres qui réussissent leur vie. Alors qu'on sait très bien, quand on regarde un peu les situations, on sait très bien que tout ça, c'est faux, c'est virtuel. On vit dans un monde virtuel avec Mhm. de l'argent virtuel, Mhm. avec des salaires virtuels, avec des modes de vie virtuels, avec voilà, des modes de vie qui font rêver, mais qui sont du rêve, justement. Tout à Et fait. du coup, quand tu prends ça et tu dis, OK, ça, c'est une réalité pour certains, pourquoi ce n'est pas ma réalité? Et là, tu as tout perdu, en fait. C'est Ouais, là, ouais. c'est trop Et dangereux. du coup, qu'est-ce qui a fait le déclic? Parce qu'il y a un moment, bon, tu as glissé dedans pour les raisons que tu viens d'expliquer, et puis à un moment, tu te dis non, là, stop, et ça ne me correspond plus, ou est-ce que tu as eu vraiment un retour de manivelle, comme on dit? C'était de manière générale un trop-plein, mais le déclic physique, c'était qu'un jour, j'ai eu mal au poignet. Je ne pouvais pas bouger mon poignet pendant un jour. Et donc, en fait, c'était à cause du portable. Et là, je me suis dit, OK, là, c'est chaud, ça ne va pas du tout. Alors, parce que à la base, tu l'as dit tout à l'heure rapidement, mais à la base, j'étais celle qui n'avait rien à voir Ouais. avec le monde digital. Moi, je détestais ça. Les réseaux sociaux, c'était pour les débiles, machin, c'était pas du tout mon truc. Et je me suis fait avoir, je me suis mise juste pour le travail. Je me dis, OK, là, je me lance en tant que coach. Maintenant, j'ai besoin d'avoir un coach pro, un compte pro. Ouais. Donc, je me suis lancée que pour ça.
Sauf que c'était rapide, en fait. Au bout de 2 mois, j'étais déjà dedans, à faire des commentaires, à raconter. C'était génial. Je rencontrais plein de gens super intéressants. J'ai eu des clients grâce à Instagram, donc je ne vais pas non plus les jeter à la poubelle. Bien sûr, c'était une entrée aussi pour moi, une visibilité, mais ça ne vaut pas le coup. Vraiment, ça ne vaut pas le coup vu les efforts qu'on doit faire. Et finalement, c'est pas normal d'avoir mal au poignet, quoi. Mal aux Non. yeux, mal à la tête, c'est pas normal. Donc, non, il y a bien d'autres manières beaucoup plus sereines, beaucoup plus bénéfiques pour nous, pour augmenter la visibilité C'est et ça. vraiment vivre de ce métier. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, clairement. Tout à fait, hein, c'est vraiment la mission de ce podcast, c'est de pouvoir permettre aux coachs et entrepreneurs de remettre leur santé au cœur même de leur business plan et de se dire, OK, si j'ai envie d'être épanoui dans mon entreprise, dans mon service de coaching, ben, je dois être aussi un des premiers à me mettre en forme, que ce soit effectivement au niveau mental, parce que tu l'as dit, ça crée énormément de doutes au niveau de la boulimie digitale, mais une mauvaise alimentation, on le sait aussi, crée de l'anxiété, crée du stress, et finalement, il n'y a plus rien qui tient la route, et on devient de moins en moins performant. Et donc, du coup, tu as aujourd'hui un programme que tu proposes justement pour trouver cet équilibre au niveau digital, parce que clairement, il ne faut pas, c'est comme l'alimentation, on ne peut pas du jour au lendemain dire, oh, bah, finalement, je ne mange plus. Ce n'est pas Non. la solution. Donc, le digital, on est Ça dans un vient. monde où on a besoin de cette connexion, tu l'as dit, on peut rencontrer des gens. Bon, ici, toi, tu es à Paris, c'est ça? Moi, je suis à Ottawa. C'est quand même génial de pouvoir échanger avec autant de distance. La communication est très, très bonne. Et moi, personnellement, ça fait 18 mois que je suis ici au Canada, mais 95% de mon réseau, de ma clientèle est encore en Europe. Parce que justement, à cause de la situation, mon intégration dans la communauté locale et canadienne ne m'a pas permis de rencontrer beaucoup de monde parce qu'il faut rester à distance, parce que les activités sont annulées. Donc, quelque part, clairement, aujourd'hui, on ne peut pas mettre un terme à cette communication digitale. Et donc, ce que tu proposes dans le programme Indépendance digitale. Indépendance digitale, voilà, c'est de pouvoir trouver justement cet équilibre. C'est ça, c'est un équilibre. C'est pas jeter les réseaux sociaux dans la poubelle, évidemment, ça serait pas réaliste. Et puis, non, je crois pas que ce soit qu'une mauvaise chose, évidemment. Mm. Mais quand même, je tranche là-dessus dans le fait de me dire que ça peut être dangereux, vraiment. Mm. Si on dépasse certaines lignes, si on n'a pas une organisation vraiment au top, une hygiène de vie qui nous va vraiment par rapport à tout ça, ça peut créer plus de dégâts que de bénéfices. Donc, l'idée, c'est de me poser avec la personne et finalement voir quelle est déjà la quantité, le mode de fonctionnement des réseaux qui lui va, pour quelles raisons. Si elle est Mhm. entrepreneur, très souvent, ils sont des entrepreneurs, c'est qui viennent pour ces Mhm. programmes, parce que justement, ils ont rencontré le même problème que moi. Ils veulent ne plus être dépendants, mais ils ont l'impression de ne pas pouvoir réussir s'ils ne sont pas sur les réseaux. C'est Donc, ça. il y a un conflit. À partir du moment où il y a un conflit, tu ne peux pas t'en sortir facilement. Donc, tu as besoin du coach pour aller t'aider à gérer ces conflits et harmoniser, en fait. C'est ça l'idée. Donc, on se pose, on voit déjà quelle est la bonne organisation, on voit ce qui fait conflit, ce qui fait qu'on a besoin d'aller se remplir d'Instagram plutôt qu'aller Oui. faire les démarches pertinentes et bénéfiques pour soi pour développer sa visibilité, parce qu'il y a bien d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres qui existent à part ça. Et finalement, aller quelque part, je ne suis pas dictologue, mais quand même, avec des techniques de PNL, aller régler quelque part cette addiction. Aller Ouais, c'est voir ça. comment tu fais pour remplacer finalement des habitudes qui viennent satisfaire le même besoin que tu crois satisfaire grâce au réseau. Wow, superbe. Et donc, du coup, dans le même état d'esprit, aujourd'hui, on l'a dit, ça fait 2 ans maintenant que la situation est quand même très anxiogène. Ça n'a rien aidé, justement, en ayant très peu de contacts sociaux. On le sait à quel point le contact social est extrêmement important pour nous en tant qu'être humain. Et donc là, on a été un peu perturbé dans nos habitudes. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, en tant que coach, entrepreneur, ayant vécu les aléas, parce que le coach, on le disait tout à l'heure, hein, l'expertise du coach est importante, mais il ne faut pas croire que le coach fait tout parfaitement aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais, toi, recommander aux coachs entrepreneurs indépendants qui aujourd'hui se sentent continuellement stressés par l'environnement? Or, honnêtement, on a un impact par rapport à notre environnement, mais on ne va pas pouvoir changer les nouvelles. Je veux dire, ce qui se passe dans le monde, on n'a
peu d'action dessus, mais on a une action sur notre environnement. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, conseiller à ces coachs? C'est la problématique que tu touches, elle me semble très importante et même primordiale. C'est vraiment au cœur de tout. Et ça a été mon plus grand enjeu aussi au quotidien. Et c'est quelque chose que je continue à faire et m'exercer là-dessus avec beaucoup de vigilance parce que je pense que c'est sur ça, en fait, que ça se joue. C'est le classique qui vient de la Grèce antique encore, justement des stoïciens. C'est sur quoi je le contrôle, sur quoi je n'ai pas le contrôle. Et ça, c'est le plus important. Je l'ai vu récemment avec une coachée qui était en panique à cause de la guerre en Ukraine. C'est triste, c'est hyper triste ce qui se passe en Ukraine, sauf que elle était en panique parce qu'elle pensait et projetait la situation mondiale qui va venir, une éventuelle troisième guerre mondiale, l'économie qui s'effondre. Elle vient de se lancer à coaching. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Catastrophe. Regarde, c'est la guerre et moi, je me suis lancée, j'aurai plus d'argent, je ne pourrai plus vivre et nourrir mes enfants. Donc, scénario catastrophe tout de suite. C'est là, du coup, où c'est important de voir qu'est-ce qui relève d'abord de ton contrôle ou pas. Donc, déjà, qu'est-ce que tu peux faire pour une situation ou pas. Donc, le fameux lâcher-prise finalement, c'est sur quoi tu n'as pas le contrôle. Et surtout, regarder ce qui relève du présent et ce qui est de l'ordre de la projection et de la peur d'un scénario catastrophe qui devrait arriver un jour. Certainement, un jour, on va tous mourir. Ça, c'est la seule chose qui est sûre. Mais voilà, donc c'est soi-même, finalement, en tant que coach, ne pas oublier l'importance déjà de se faire accompagner. Moi, je me fais coacher tout le temps, tous les mois, évidemment, supervision, et je me fais coacher pour être moins bien. Et ça, pour moi, c'est la base de la base quand on est coach. Oui. Mais déjà, ne pas oublier ces réflexes, ces bons réflexes qu'on apprend, c'est voir sur quoi on peut intervenir, sur quoi on ne peut pas, et finalement, quoi faire en fonction. Si je peux intervenir, si je peux changer quelque chose dans ce monde, on va tous avoir un impact. Mais comment je peux faire pour le faire aujourd'hui, concrètement? Quelle est ma première action, mon premier petit pas, le fameux petit pas? Et si je ne peux pas, qu'est-ce que je fais à la place et comment je peux faire pour finalement être bien en étant dans un monde, oui, qui n'est pas parfait, ça on le sait, mais comment on fait justement pour continuer à exister et continuer à être coach aussi dans un monde qui va mal? Parce que justement, les gens ont besoin de nous maintenant, parce que justement, ça ne va pas. Donc, c'est le moment justement de savoir ce que tu as exactement apporté dans ce monde. Oui, clairement. Et du coup, si on fait le lien avec le digital et le cas de coaching dont tu viens de parler, est-ce que tu dirais plutôt aux gens de ne plus regarder les nouvelles parce que c'est anxiogène ou plutôt de sélectionner ou quel serait ton avis là-dessus? Je vais reprendre l'exemple de la coachée parce que du coup, elle regarde BFM toute la journée. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, si tu regardes BFM toute la journée, il y a des grandes chances que ça devienne un peu anxiogène. Et même, elle m'a dit qu'elle s'est endormie devant. Donc, elle s'est endormie, donc l'inconscient, il entendait tout, en fait. Et donc, elle s'est croyée carrément et croyait être bombardée, en fait, elle-même. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est difficile. On a travaillé là-dessus, elle a fait la distinction. Mais du coup, ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire. On a tellement. C'est trop. C'est trop. L'information autour de nous, c'est trop. Donc, s'informer, oui, mais arrêter de mettre je ne sais pas, dans Google, les questions. Est-ce que c'est la troisième guerre mondiale? Est-ce que Poutine va appuyer sur le nucléaire? Ouais. Non, enfin, vous voulez savoir quelque chose? Allez apprendre. Moi, je me suis intéressée parce que je ne connaissais rien à ces guerres. Je n'ai pas compris, en fait, ce qui a fait qu'on Tout arrive à là fait. parce que je ne me suis pas intéressée. Donc, je suis allée me renseigner, voir l'histoire. Qu'est-ce qui a fait Tout qu'on à arrive fait. à ça, finalement. Et là, c'est autre chose. Là, c'est des dramatises. Là, ça te donne une autre vision du monde. Tu dis, OK, donc j'ai appris quelque chose sur le monde. Qu'est-ce que je peux faire maintenant à mon échelle? Est-ce que je peux envoyer un peu d'argent pour aider ces gens-là avec de l'humanitaire? Ça peut être ça. On ne peut pas faire grand-chose d'autre et surtout pas se Waouh. lancer dans des scénarios de catastrophe. Là, tu réponds extrêmement bien à ma question et même à une question que je me pose depuis justement une semaine, c'est que finalement, on est, comme tu l'as dit, on est bombardé finalement d'informations. On l'a vu pendant le début de la pandémie aussi avec le nombre de décès qui tournaient. C'était vraiment pas la meilleure option à faire pour pouvoir prendre du recul, ne pas faire l'autruche, on est bien d'accord, mais pouvoir sélectionner. Et c'est ce qu'on doit, à mon sens, faire aujourd'hui. On ne peut pas prendre l'information comme étant
la bonne information, que ce soit en nutrition, il faut pouvoir sélectionner nos aliments. Ce n'est pas effectivement le premier aliment qui nous tombe sur la main qui est important. L'information, c'est la même chose. Les formations de coaching, tu l'as dit, tu l'as rappelé, ce n'est pas la première formation à 7 euros. J'ai vu là ce matin, devenez coach de vie pour 7 euros. C'est Je la vois tourner extraordinaire. cette pub souvent. Elle tourne depuis longtemps, cette pub. Voilà, et donc, à partir du moment où on ne s'est pas posé de questions, je pense que là, il y a un souci, et que ce soit pour les médias, que ce soit pour le digital, le loisir, parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure avec notre génération, le matin, on se levait, on n'avait pas des dessins animés 24 heures sur 24. Aujourd'hui, les enfants, il faut les mettre dans une situation de frustration, parce qu'ils savent que le dessin animé, il tourne 24 heures sur 24. Et donc, c'est vraiment, je pense, un nouveau mode de fonctionnement où il faut pouvoir dire stop. Non, là, je vais réfléchir avant de prendre une décision, que ce soit au niveau des médias, au niveau de l'alimentation, au niveau d'une formation, au niveau d'un changement de profession, d'une relation aussi. Et donc, tout ça, c'est vraiment important. Et donc, comme tu dis, pouvoir se dire, comme les stoïciens, qu'est-ce que je peux faire, ce sur quoi je n'ai pas d'impact, prendre du recul, et puis passer à l'action. Et comme tu le dis, on peut très bien faire une petite contribution, comme le colibri. Je trouve que la légende du colibri est vraiment quelque chose d'autant plus important aujourd'hui pour pouvoir se sentir utile, mais pas absorber, parce que là, on est exactement sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, les gens ont besoin de coachs bien alignés, qui savent guider les gens qui en ont besoin, parce que dans ta mission, c'est les gens qui en ont besoin ou qui désirent changer, parce qu'il faut ce désir au départ pour pouvoir faire du bon travail. C'est ça, exactement. Et tu sais quoi, tu as dit un truc qui me semble très, très important. Tu as parlé de cette frustration. Et il me semble important de la frustration aujourd'hui. Je suis en train de lire un livre d'une psychanalyste qui s'appelle Sophie Peters et qui a écrit Le plaisir d'être soi. Et en fait, il y a un chapitre très intéressant sur la notion de la patience et sur la notion des individus qu'on est aujourd'hui, parce que justement les nouvelles technologies, parce qu'on a un monde qui va très, très vite et qui nous demande d'aller très vite. Et en fait, on n'a plus le plaisir d'avoir la frustration. On veut le plaisir immédiat. On veut se lancer. On veut que ça soit réalisé dans l'instant. Tout désir qui soit réalisé tout de suite. C'est là où c'est dangereux et c'est là où aujourd'hui, on doit nous-mêmes, avec une discipline quand même, ça demande une vraie discipline là-dessus, c'est d'aller se dire, je vais me mettre moi-même volontairement dans une situation de frustration, de plaisir immédiat. Justement, dans l'effort dont tu as parlé au début, il s'agit de faire des efforts. Il ne s'agit pas de lâcher tout et dire qu'on ne fait plus d'efforts aujourd'hui, on travaille peu pour gagner beaucoup. Il faut arrêter avec ces discours parce que ça nous aide à rien à avancer vraiment vers des choses qui sont bonnes pour nous, profondément bonnes. Pas de l'ordre du désir, mais de l'ordre des choses qui sont bonnes pour l'être humain, en fait. Donc, c'est mettre en situation de retrait. Et oui, pourquoi pas prendre du temps dans la journée où on n'est pas exposé à toutes ces informations, on n'est pas exposé aux écrans, on n'est pas exposé, on prend du temps pour soi. Le truc classique de base, mais tellement important qu'on oublie tous, même les coachs, surtout les coachs même, j'ai envie de dire. Oui, exactement. Et du coup, en tout cas, je suis très, très content de t'avoir eu en interview. Et si les gens comme moi ont vraiment bu tes paroles, où peuvent-ils te retrouver? Tu as 2 sites, tu es très présente sur Instagram. Donc Plus maintenant, mais oui, je suis présente, oui. Oui, c'est vrai. Petite parenthèse, quand je dis très présente, c'est parce que ce que tu proposes sur Instagram est pertinent. On voit que c'est choisi, c'est harmonieux, on ne va pas recevoir une info tous les jours à devoir digérer. Mais tu es présente sur les réseaux sociaux. Donc, ton profil Instagram, c'est Elena Daskalaki, donc c'est voilà. Elena.daskalaki, Daskalaki, et point coaching ou coach, je ne sais plus. Ouais. Coaching, Mais je mettrai coaching. de toute façon tes références en commentaire. Tu as également un profil Facebook. Tu as un site, elenadaskalaki.com. Et Voilà. .fr, oui. .fr, .fr, autant pour moi. Et puis, tu as toute une série de programmes. Hein. Donc, tu as du coaching en one-to-one. Tu as un livre d'auto-coaching, Very Good Trip, que je n'ai pas encore lu, mais que je pense bien rajouter à ma bibliothèque. Tu as un programme de renforcement en confiance en soi, l'indépendance digitale, un programme Restart pour ceux qui changent de carrière,
Ça peut parler à ceux qui font des reconversions. En fait, c'est pour tout changement, c'est pour une transition. C'est C'est pour ça. une transition, on a besoin de lever un blocage. Donc, c'est un programme court, 5 séances, pour lever un blocage et avancer dans un projet pro ou perso. C'est ça. Tu as aussi un programme d'identité pour les coachs que je trouve vraiment Ah, très intéressant aussi, justement par ton expérience dont on a parlé, et puis une formation pour les entrepreneurs. Est-ce que pour tu les deux. as une catégorie de personnes sur lesquelles tu travailles un peu plus, donc les coachs, les entrepreneurs, mais est-ce que tu travailles toujours avec les adolescents ou c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ton passé? Non, je ne travaille plus avec les adolescents pour le moment. J'aimerais bien dans le futur faire quelque chose autour de culture et bien-être avec les adolescents. C'est ça. Parce que, voilà, là, ça a du sens parce que j'ai vu les adolescents dormir quand on leur parle de Zola. Donc, j'aimerais leur apporter ces petits trucs qui, au moins, ça peut leur parler et qui peut déclencher des changements de vie, en fait, C'est ça. et approfondir leur introspection. Donc, là-dessus, je vais proposer un truc, mais c'est pas tout de suite parce que je n'ai pas le temps. Mais sinon, je travaille notamment avec les coachs, thérapeutes, accompagnants, pour trouver justement leur manière d'être dans ce monde digital, trouver leur communication propre, bah, et gagner finalement en assurance dans ce qu'ils sont, ce Mhm. qu'ils proposent. Et sinon, je travaille avec des gens normaux, j'ai envie de dire, donc C'est des ça. gens qui ne sont pas Lambda, comme voilà. voilà, les gens qui ont besoin, voilà, comme tu as dit, de fortifier leur confiance en soi ou de lever un blocage, etc. N'importe quel profil. Je ne travaille pas forcément. J'avais des personas dans le passé. Oui. Franchement, ça ne me dit plus rien, le persona. C'est enfin, des gens qui ont besoin viennent, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et À qui, 50 ans, 25. Oui. voilà, et qui connecte avec ton message parce que c'est ce qui m'a attiré. C'est pour ça que je t'ai invité dans l'interview pour ce podcast parce que je trouvais que cette connexion avec la mythologie quand j'ai découvert ton podcast, et puis avec la philosophie quand j'ai découvert ta biographie, et puis avec la culture, avec Zen au musée, effectivement, là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de cohérent, de frais, de pratique et qui est vraiment interpellant. Et donc, ben, j'invite à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés et qui ont accroché avec cette interview, avec la mission et le, 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 le discours voilà, d'Elena, de pouvoir la contacter directement via Instagram ou d'aller suivre un petit peu son site internet. En tout cas, un tout grand merci, Elena, pour ta disponibilité Merci à toi. pour cette interview. Et je te souhaite eh bien, bonne continuation. Je serai attentif à tes nouveautés dans les prochains mois et prochaines semaines, surtout pour l'émission radio. Merci. J'imagine que Merci beaucoup, David. Oui. J'imagine qu'on l'entendra via tes réseaux sociaux quand tu passeras en Oui, radio. quand Oui, même. Je continue à utiliser les réseaux sociaux pour ce genre de choses. Oui, oui, bien sûr. ça va. On sera en contact. Et puis, on reste en contact. Merci beaucoup. Ça m'a fait très, très plaisir de parler aujourd'hui avec toi. Eh Merci. bien, c'était un Très plaisir pertinent. partagé. Merci à toi, à toutes et tous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour notre prochain invité la semaine prochaine.